Et ça va être bon. Allez, c'est parti. J'admets les personnes qui arrivent et on y va. Ok. Donc, il y a un petit peu de monde ce soir, c'est normal, hein. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, hein. Surtout que c'est tellement clair que souvent, mais on n'y comprend pas grand-chose, hein. Allez. C'est bon pour vous, vous m'entendez, hein, je pense. Ouais, je vous entends, donc ça doit être bon. Donc, c'est parti. Quelles sont donc les différentes possibilités qui s'offrent à vous au niveau administratif lorsque vous êtes au sein de l'éducation nationale et que soit vous avez envie d'évoluer au sein de ce système-là, ou que soit ben, vous avez envie de le quitter. Bien évidemment, moi j'accompagne les profs qui veulent se reconvertir. Donc aujourd'hui, je vais mettre un peu plus l'accent sur ben, comment on peut faire pour quitter le système. Avant de commencer, donc là, je vais vraiment vous transmettre le fruit de mon expérience et le fruit de l'expérience, j'ai envie de dire, des personnes que j'accompagne. Dans tous les cas, je vous conseille vivement de vous rapprocher de votre DRH de proximité. Vraiment, dans mon parcours, ça a été vraiment une personne clé et sans elle, je pense que je n'aurais pas obtenu ma rupture conventionnelle, clairement. DRH de proximité, si vous avez des questions, et ensuite les syndicats qui sont aussi de bons conseils. Donc c'est pour voir un petit peu, pour tâter le terrain et voir ben, en fait comment ça se passe pour vous dans votre académie, puisque là je vais vous dire des choses un petit peu générales, mais bien évidemment il y a quelques petites différences, on va dire, dans chaque académie. Donc c'est bon de les connaître. Alors, au niveau des croyances d'abord, si je vous dis quitter l'éducation nationale, c'est... Réfléchissez quelques secondes et voyez ce qui vient en vous. Quitter le N, c'est... Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui a le micro allumé. Si vous voulez bien désactiver le micro en bas à gauche sur votre écran. Merci. Donc, en général, ce qu'on répond à ça, ben, c'est quitter le N, c'est compliqué. Quitter le N, c'est la galère, c'est difficile, etc., etc. C'est le parcours du combattant, ça je l'entends très très souvent. Et je le pense également, donc... Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, dans les détails, j'ai envie de vous transmettre certaines choses. Premièrement, personne ne peut vous obliger à rester là où vous êtes aujourd'hui et à exercer ce métier de prof que vous ne souhaitez plus exercer. D'accord? Deuxième chose, c'est une prise de responsabilité. C'est-à-dire que on a tout fait pour entrer au sein de ce système. On a tout fait pour avoir ce concours quand on est prof. On l'a choisi. Personne ne nous a forcé la main pour obtenir ce concours et pour mettre ben, tous ces efforts pour l'obtenir en fait. Donc c'est nous-mêmes également qui allons faire ce qu'il faut pour quitter le N. Ça ne sert absolument à rien de se victimiser comme j'ai pu le faire pendant des années en me disant non mais tu vois le N c'est ils sont pénibles, ils nous mettent des bâtons dans les roues, etc., etc. Parce que quand on fait ça, on prend cette posture de victime et c'est comme si l'éducation nationale, le système, ben, on les faisait basculer dans cette posture de bourreau, en fait. Et quand vous êtes dans cette posture de victime, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions pour vous, parce que vous allez vous plaindre sans arrêt, plutôt que d'être dans une recherche de solutions en permanence. Et donc, vraiment, je vous invite grandement à quitter, si vous êtes là-dedans aujourd'hui, à quitter cette posture de victime qui vraiment ne va pas du tout vous avancer, vous permettre d'avancer. Donc, moi, quand j'ai dépassé cette posture-là, je me suis dit, écoute, Stéphanie, arrête de râler un petit peu, t'es rentrée dans ce système-là, il y a des règles du jeu pour y rentrer, il y a aussi des règles du jeu pour en sortir. Voilà, tout simplement. Autre point, il est possible de quitter l'éducation nationale en douceur et simplement. Je vais le répéter pour que le mental, le cerveau l'imprime bien. Il est possible de quitter l'éducation nationale en douceur
et simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez aujourd'hui la croyance que ça va être compliqué, que ça va être difficile, que ça va être la galère, il est probable pour que vous attiriez à vous ces situations-là et pour que ce soit difficile. Car n'oubliez pas, vos pensées créent votre réalité complètement. Donc, je suis un exemple, d'accord? Je suis là et tout ce que je fais au sein du groupe sert aussi à ça, à vous montrer et à envoyer le signal à votre cerveau que oui, c'est possible de prendre du plaisir à se reconvertir. Il est possible de quitter aussi ce système qui est lourd de façon assez fluide, j'ai envie de dire. Mais cette fluidité-là, vous n'allez la trouver que si déjà c'est fluide en vous, dans votre tête, dans vos croyances, etc., etc. Parce que si vous pensez que ça va être difficile, vous allez être focus sur tout ce qui est difficile en fait. Ah ben ouais, il faut que je rédige la lettre d'entretien, machin truc, la demande de rupture conventionnelle. Ah, c'est pénible, c'est difficile. Alors qu'en réalité, franchement, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, quoi. Quatrième point, il y a une solution à tout. D'accord? Donc, toujours l'avoir à l'esprit. Si on vous dit non à quelque chose, c'est que c'est pas la meilleure solution peut-être pour vous et qu'il y a encore mieux qui vous attend. Il y a toujours une solution. Et ensuite, enfin, ne vous focalisez pas sur le comment quitter l'éducation nationale tant que vous n'avez pas de projet. Alors, je vérifie, j'admets une nouvelle personne. C'est-à-dire que euh, souvent, on se prend la tête au niveau administratif en se disant, oh là là, donc je suis 100% en classe, comment je vais pouvoir me sortir de là, en fait, quitter la classe. Alors qu'en réalité, vous n'avez aucun projet de reconversion qui est construit, qui est bâti. Donc, vous allez, si vous commencez à vous focaliser sur la partie administrative, vous allez, en tout cas, votre système nerveux va prendre peur, d'accord? Et il va pas savoir dans quelle direction aller, ce qui est normal. Parce qu'en fonction du projet que vous allez avoir, il y a des sorties qui sont plus ou moins conseillées, d'accord? Donc, d'abord son projet et ensuite, au niveau administratif, on voit ce qui est le mieux pour nous. Après, même si vous n'avez aucun projet aujourd'hui, c'est toujours bien de savoir un petit peu ce qui se fait au sein de l'EN, hein, d'accord? Donc, c'est toujours bien de prendre de l'avance, il n'y a pas de souci avec ça. Autre point qui est vraiment crucial pour moi, vous n'avez pas besoin de vous sentir hyper mal, en burn-out, en dépression, euh, aujourd'hui, d'accord, pour éprouver le besoin de changer de métier. Ça, c'est très important. Cette seule envie de vivre de nouvelles expériences professionnelles est légitime et normale. D'accord? Donc, vous n'avez pas à attendre, comme beaucoup le font, d'être dans un état de santé au plus bas pour vous dire, oui, là, il faut que je fasse quelque chose. Non, vous pouvez être en pleine forme, en pleine santé, prendre plaisir encore à être prof, un minimum, comme ça a été mon cas, et préparer votre reconversion. Allez, on y va, on va commencer du coup. Donc, je ne vous ai pas dit, mais pour les personnes qui sont en direct, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure, vous me les posez dans le chat et j'y répondrai à la toute fin, hein, d'accord? On va donc commencer par la rupture conventionnelle. Donc, c'est ce que je connais le mieux puisque moi, c'est l'option que j'ai choisie. La rupture conventionnelle, on peut la demander depuis 2020 et normalement, on pourra la demander jusqu'en décembre 2025. Donc là, on est dans les... Il nous reste un an, à peu près moins d'un an. Je vais vous expliquer au niveau timing un petit peu comment ça se passe. Puisque au niveau rupture conventionnelle, il n'y avait rien de définitif. On est actuellement jusqu'en décembre 2025 en expérimentation. Donc ne me demandez pas pourquoi. Avant 2020, la rupture conventionnelle n'existait pas. Et donc, ils ont décidé apparemment de l'arrêter en décembre 2025. Certainement parce que ça leur coûte trop cher, tout simplement. Alors, au niveau de la rupture conventionnelle, on a droit à une indemnité. C'est pour ça que c'est hyper intéressant.
L'indemnité, elle est calculée sur la totalité de ce que vous avez gagné niveau salaire à N-1, donc l'année précédant votre demande. En général, vous prenez N-1, vous divisez par 2. Ils choisissent bien évidemment la fourchette la plus basse. On ne peut pas demander plus, en fait. On n'a pas le choix, comme dans certaines entreprises. On accepte ou pas à partir du moment où ils nous disent oui. D'accord? Mais quand ils vous disent oui, c'est déjà très, très bien. Donc pour ma part, pour vous donner un exemple, donc moi, 14 ans d'ancienneté, pardon, moi j'ai touché un petit peu moins de 12 000 euros d'indemnité à partir de, c'était au mois de, donc moi la rupture conventionnelle, elle commençait parce que vous pouvez choisir vos dates, mais bien évidemment, en règle générale, on choisit ben, à partir de septembre, hein. Mais moi je l'ai touché au mois d'octobre, si mes souvenirs sont bons, c'était ça. Ça donne droit à l'allocation chômage, d'accord? Donc, l'inspection vous transmet un papier, d'accord, que vous devez transmettre à Pôle emploi. Aujourd'hui, c'est France Travail. À partir du moment où vous transmettez ce papier, vous avez droit à votre allocation chômage. Donc, moi, dans mon cas, alors, on y avait droit pendant 18 mois et moi, j'avais droit à 1 600 euros par mois à peu près. Voilà. Moi, c'est un petit peu spécial parce que vu que j'étais déjà en cumul d'activités avant de demander la rupture conventionnelle, quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'avais déjà une activité professionnelle en fait. Et j'avais déjà mes clientes en fait. Donc, mon entreprise générait déjà un certain salaire. Mais j'avais toujours droit à l'allocation chômage qui était calculée en fonction de ce que je gagnais. Donc, il déduisait ce que je gagnais et il complétait en fait les mois où j'en avais besoin, 200, 300, 400 euros. Si j'ai eu des mois à rien du tout, ben, j'avais les 1 600, etc., etc. Donc, c'est super intéressant. Et les mois où je n'en avais pas besoin, eh bien, tout n'était pas perdu puisque à tout moment, même après les 18 mois, je pouvais avoir droit à la somme que je n'avais pas utilisée. Donc, je trouve ça quand même hyper bien fait. Quand vous demandez une rupture conventionnelle, vous perdez votre concours, bien évidemment. Et vous avez également l'impossibilité de repasser un concours et de travailler dans la fonction publique d'État pendant 6 ans. Sauf si vous remboursez l'indemnité au plus tard dans les 2 ans qui suivent le recrutement. Voilà. Alors, moi, dans ma tête, je pensais qu'on ne pouvait passer aucun concours de la fonction publique, hein. Et puis, tout récemment, une personne du groupe m'a posé une question me demandant s'il était possible de passer des concours de la fonction publique hospitalière ou territoriale. Et donc, j'ai fait quelques recherches là-dessus et apparemment, oui, ça serait possible, puisque dans les textes, il est bien noté fonction publique d'État. Donc, vu qu'en France, il y a 3 fonctions publiques, à savoir la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale, vous pouvez quitter l'enseignement via une rupture conventionnelle et l'année suivante, ben, passer un concours ou travailler dans un hôpital, par exemple. Ça serait tout à fait faisable. Je mets des guillemets quand même, d'accord, parce que je n'ai pas de retour d'expérience là-dessus. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, demandez à la DRH de proximité, par exemple. Mais normalement, ça devrait être bon. Pour obtenir cette fameuse rupture conventionnelle, il faut avoir un projet solide. Si vous n'avez aucun projet professionnel, c'est pas la peine en fait parce que c'est presque sûr que ça ne sera pas accepté. Au niveau timing, comment ça se passe? Alors en général, à partir du mois de janvier, février, vous envoyez à la DAZEN une lettre de demande de rupture conventionnelle. C'est un courrier qui est très très simple à faire, hein, d'accord? Il n'y a pas besoin de trop expliquer, de se compliquer la tâche. Et 3 semaines, 4 semaines plus tard environ, vous recevez un message de l'inspection avec une date pour vous convoquer à l'entretien de présentation en fait de votre projet. Alors moi, ça s'est passé en visio. C'est possible de le faire aussi en présentiel. Vous pouvez également demander lors de cet entretien la présence d'un syndicat à vos côtés. Et ensuite, au mois de mai ou juin, en fonction de là où vous êtes, vous recevez la décision
soit ils vous appellent, soit vous recevez un mail, soit vous recevez ensuite, tout le monde reçoit ensuite une lettre. Toujours pareil, passez bien par la DRH, c'est vraiment une personne ressource. Moi, mon inspectrice m'avait bien dit, si vous ne passez pas par la DRH, et si votre dossier arrive directement sur mon bureau, il y a très peu de chances pour que ça passe. Donc en fait, moi, la DRH, j'ai suivi le conseil de l'inspectrice et je suis tombée sur une personne mais hyper bienveillante et qui m'a énormément, énormément aidée. Ensuite, si vous avez envie de tenter la rupture conventionnelle, puisque là, on est dans les derniers mois vraiment, là, pour les personnes qui se disent j'ai un projet qui est assez clair ou qui va s'éclaircir dans les mois suivants, dans les mois qui vont arriver, si vous avez envie vraiment de mettre toutes les chances de votre côté, en plus du soutien de la DRH, alors des fois, j'ai des retours que ben, la DRH, elle connaît pas grand-chose, c'est possible, hein. Après, à elles de faire leur job et de faire leurs recherches de leur côté. Mais si vous tombez voilà, sur une personne qui n'est pas très aidante, sachez que moi, j'ai un mini accompagnement en fait pour vous aider, pour vous accompagner dans tout ce qui est démarche administrative pour vous permettre d'obtenir cette rupture conventionnelle. D'accord? Donc, en quoi consiste cet accompagnement? Ben, c'est 3 séances, pas plus, il n'y a pas besoin de plus, franchement. Et c'est une aide au niveau de la rédaction de la lettre et surtout au niveau, je vais vous aider de la présentation de votre projet. Moi, je vais vraiment me mettre dans la peau ben, de l'inspection qui va vous poser des questions. Donc, on va pouvoir travailler tout ce qui est simulation, par exemple, à l'oral. Et on va voir un petit peu ce qui en ressort et comment vous répondez. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est fluide pour vous? Et comment ça se passe pour vous aussi au niveau mental? Parce que si vous arrivez à une présentation de rupture conventionnelle, hein, à une présentation de votre projet, pardon, euh, avec, euh, avec des croyances toutes pourries en tête, en fait, et en vous disant non, mais ça va pas passer, ou voilà, un mindset tout pourri, quoi, où vous vous êtes battu d'avance, j'ai envie de dire, ben, c'est presque sûr que ça ne va pas passer. Donc, si vous êtes un petit peu fragile sur ce point-là, que vous n'avez pas trop confiance en vous, ben, ça sera avec grand plaisir, si vous le souhaitez, que je vous aiderai. Et ensuite, sachez que cet accompagnement-là, il est inclus pour toutes les personnes que j'accompagne en individuel. Voilà. Je continue. Hop, là. Ensuite, la démission. Alors, ne demandez jamais une démission, d'accord? C'est je démissionne à telle date. C'est de cette façon qu'il faut tourner un petit peu votre lettre. La démission, si je la compare un petit peu avec la rupture conventionnelle, eh bien, vous n'avez pas droit aux allocations chômage, sauf réexamen de la situation après 4 mois. Donc, c'est pas sûr que vous ayez quelque chose, hein. C'est ça qui est un petit peu plus gênant. Vous perdez toujours ben, votre concours. Pour obtenir les allocations, il faut que la démission ben, ce soit sur un motif légitime. Alors, allez savoir ce qu'ils entendent par motif légitime. Et vous avez une réponse dans les 4 mois maximum. J'ai déjà vu des personnes qui sont dans le groupe qui ont obtenu leur réponse en 3-4 semaines. Donc, ça a été pour certaines personnes très, très rapide. Voilà. Donc, je dis ça pour les personnes qui se disent que ça va être très très long. Voilà. Euh, et ensuite, pardon, tac. Si c'est refusé, vous avez la possibilité, bien sûr, de demander ben, une réétude de votre demande via la commission, hein. Ensuite, je vais vous parler de l'abandon de poste. Alors, l'abandon de poste, en général, c'est la dernière chose qu'on fait. Néanmoins, on peut avoir énormément peur de l'abandon de poste, mais en fait, ça a le même effet que la démission. D'accord? On n'a pas les indemnités chômage, mais psychologiquement, il peut y avoir cet effet ben, j'abandonne mon poste, c'est plus difficile, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, etc., etc. Si vous faites ce choix, il faut vraiment que ce soit un choix qui soit réfléchi, d'accord? Il ne faut surtout pas le faire
pour prendre la fuite. En même temps, les personnes qui prennent l'abandon de poste, en général, c'est des personnes auxquelles on a tout refusé. Le mi-temps, le temps partiel, l'activité de cumul à temps partiel, la mutation, le détachement, les dispos pour convenance personnelle, la démission et la rupture conventionnelle. Donc, si vous avez vraiment envie de reprendre votre liberté pleine et entière, j'ai envie de dire, c'est le seul moyen, d'accord? J'ai déjà contacté d'autres salariés qui l'ont fait dans d'autres secteurs et ça s'est bien passé pour eux. Il n'y a pas de risque majeur. À ne pas tenter peut-être, par contre, si vous souhaitez toujours travailler au sein de la fonction publique. Ça, c'est certain. Après, si vous souhaitez vous lancer dans une activité totalement différente, il n'y a rien de grave qui va vous arriver, hein. Je vous ai mis juste en bas, mais moi, je ne peux pas trop vous le lire parce que j'ai un bandeau qui me le cache, là, qui m'embête un petit peu. Alors, attendez, je vais essayer quand même de le remettre. Ouais. Je vous ai mis un exemple, c'est un extrait, en fait, c'est une personne, une prof qui a obtenu qui a demandé, qui a fait une demande d'abandon de poste. Et elle nous parlait un petit peu de elle, comment elle avait vécu. Donc, pour les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à lire l'écran. Donc, ça, c'était vraiment rupture conventionnelle, démission, abandon de poste, les trois façons vraiment de quitter l'éducation nationale de façon définitive, on va dire. Si vous ne souhaitez pas quitter maintenant le N de façon définitive, si vous avez toujours besoin de cette sécurité, de garder un pied au sein du système, vous pouvez demander toujours un détachement. Alors, je vais être assez rapide là-dessus parce que le détachement, c'est pas la chose que je gère le mieux en fait. J'ai pas énormément d'infos là-dessus. Il y a plein d'infos sur le net déjà. Mais en tout cas, le retour que j'en ai pour les personnes qui veulent demander un détachement, c'est que quand on est prof, on a un concours de la catégorie A, on doit absolument demander un poste de catégorie A également. Ensuite, le détachement, c'est pas quelque chose qui est illimité dans le temps, puisque c'est renouvelable apparemment 5 ans maximum. D'accord? Après, je vous donne ces infos avec des pincettes. C'est des choses que j'ai lues, hein, d'accord, dans des textes. Mais après, vraiment, n'hésitez pas à aller voir, vous, de votre côté, au sein enfin, à demander confirmation auprès de l'administration, hein. Il y a un préavis de 3 mois à respecter pour tout ce qui est détachement et c'est vous qui devez rechercher le poste sur lequel vous voulez postuler. Voilà. Mais ça peut être intéressant le détachement si vous avez vraiment envie de prendre l'air, tout en restant au sein de la fonction publique, en fait. Autre possibilité, c'est le fait de passer un concours de la fonction publique. Donc, il y en a dans le groupe qui ont fait ça. Du coup, elle quitte l'éducation nationale et elle bascule sur une... Ah, est-ce que vous... Alors, attendez. Je vais... Est-ce que vous pouvez couper le son, s'il vous plaît? Ça doit être Magali. Désactiver le son, c'est bon. Allez, c'est bon. Check. Donc, je disais, si vous voulez aller travailler dans un autre ministère, par exemple, passer un concours de la fonction publique, ça peut être intéressant, d'accord? Après, attention à ça, je dirais, parce que si vous vous sentez mal au sein du système éducation nationale, attention à ne pas prendre la fuite et à vous dire ça sera mieux dans un autre ministère, d'accord? Parce qu'on reste quand même au sein de la fonction publique.
Donc, bien comprendre pourquoi vous voulez quitter ce système-là, en fait, ce qui ne va pas pour vous dans votre métier actuel. Parce que le risque, ça serait vraiment de retrouver les difficultés que vous vivez actuellement au sein d'un autre ministère. C'est pas parce que les élèves, vous n'allez plus les avoir face à vous que ça va résoudre tous vos problèmes. D'accord? Donc voilà. Après, pour les personnes qui ont vraiment besoin de cette sécurité-là de l'emploi, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, la disponibilité, bien évidemment. Alors là, il y a plein de raisons de demander une disponibilité, notamment tout ce qui est garde d'enfants de moins de 12 ans. Donc ça, c'est une disponibilité de droit. Vous avez également le suivi de conjoint. Vous avez également, alors j'ai pas tout mis là, si vous êtes élu, si vous avez voilà, un poste d'élu au niveau local. Euh, Si vous avez besoin aussi de vous arrêter pour soutenir votre conjoint qui est malade, par exemple. Ça, c'est une dispo aussi de droit, d'accord? Et ensuite, il y a des disponibilités d'autorisation, mais ça, vous avez toutes les infos par rapport à ça sur Internet, ça se trouve bien. Donc, je vais pas vous en dire plus par rapport à ça. Ensuite, le temps partiel, qui est accepté ou pas, toujours pareil. Après, ils ont, en règle générale, pour nécessité de service, c'est pas toujours accepté. Et enfin, il y a le reclassement. Alors, le reclassement pour raison de santé. Alors ça, c'est quelque chose que je connais assez bien puisqu'il y a plusieurs personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées qui étaient dans cette posture-là, dans cette situation-là. Donc, c'est des personnes qui ne peuvent plus retourner en classe, qui d'abord sont à l'arrêt, un arrêt maladie tout simple. Après, elles basculent sur un congé longue maladie. Au bout de, je crois que c'est 2 ans, le congé longue maladie devient congé longue durée. En général, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là demandent à ce qu'on prouve qu'elles ne peuvent plus enseigner. Donc, il y a des commissions au niveau médical qui passent et elles peuvent recevoir un avis comme quoi elles sont inaptes à l'enseignement. Alors, ça peut faire peur. Euh, Néanmoins, dites-vous que vous n'êtes peut-être plus capable d'enseigner au sein de ce système-là. Ça ne remet pas en cause, ça ne vous remet pas en cause vous en tant que personne, mais c'est vrai que vous n'êtes tellement plus aligné à ce système-là que voilà, vous êtes inapte à enseigner au sein de ce système-là. Point barre. Ça ne veut pas dire que vous avez un souci mental ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est plus simple d'ailleurs quand vous avez cette inaptitude à l'enseignement d'obtenir par exemple une rupture conventionnelle. Parce que pour eux, ils n'ont aucun intérêt de vous garder en fait. Vous ne pouvez plus retourner en classe. Ensuite, ces personnes-là, souvent, avant de quitter le N, elles passent sur des postes administratifs, vu qu'elles ne peuvent plus enseigner en classe. Alors, poste administratif, en général, c'est tout ce qui est secrétariat, par exemple, au sein de collèges, des collèges qui sont autour de chez elles. Il y a des personnes aussi qui peuvent faire une demande pour travailler au sein de la MGEN. Voilà. Donc ça, c'est toute la partie un petit peu reclassement. Mais en général, on ne peut pas rester sur un reclassement 10 ans ou 20 ans, vous comprenez bien, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est très périodique, on va dire, enfin, de courte durée. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que les personnes qui sont dans cette situation-là, elles restent là pour une question de sécurité toujours. J'ai peur de quitter le système, j'ai peur de quitter le N, même si je souffre à l'intérieur de ce système. Du coup, eux, ils sont obligés de vous proposer quelque chose en face. Ça, c'est la dernière chose qu'ils vont pouvoir vous proposer. Après, c'est clair que le fait de garder un pied dans le système, quand vous commencez à avoir un projet qui se dessine à côté, hein, le projet, un projet hors éducation nationale, garder un pied au sein du système, clairement, c'est un gros boulet. C'est ce que j'observe chez toutes les personnes qui vivent ça. Au bout d'un moment, c'est un gros boulet et les personnes, elles ont un jour ou l'autre ce déclic de «Ah mais oui, il faut que je fasse quelque chose pour me sortir de là». Et c'est là que elles prennent leur courage à deux mains, on va dire, et elles font tout ce qu'il faut pour quitter le système. Quand vous souhaitez quitter le N,
évoluer, on va dire, bouger de là où vous êtes. Ayez plusieurs plans. Donc là, je vais vous donner un petit peu un exemple avec mon plan, moi, quand je l'ai quitté. Alors moi, j'étais à 100% sur mon poste. Donc ce que j'ai fait, là, je ne l'ai pas mis. J'ai demandé, vu que je me lançais à mon compte, je souhaitais me lancer à mon compte, j'ai tout d'abord demandé un cumul d'activités. Cumul d'activités pour juillet, août seulement. J'ai suivi là le conseil de la DRH. Juillet, août, c'est plus facile à obtenir. D'accord? C'est pendant les vacances d'été. Ça n'a aucun impact sur sur la qualité de votre service. Donc, c'est plus facilement attribué. Suite à ce congé, à ce cumul, pardon, d'activités de juillet-août, j'ai refait une demande à la rentrée de septembre ça devait être à juin ou août, pour une année scolaire complète. D'accord? Donc, je suis repartie sur un an de cumul d'activités et c'est durant cette année-là, en fait, que j'ai demandé ma rupture conventionnelle. En fait, c'est logique puisque moi, je voulais quitter le N. Donc, je commençais à préparer ma future activité en demandant un cumul d'activités. C'est comme ça que je l'ai justifié aussi. Si je n'avais pas obtenu ma rupture conventionnelle, donc moi, je l'ai obtenue du premier coup. Si je ne l'avais pas obtenue, moi, j'aurais demandé une disponibilité pour garde d'enfants de moins de 12 ans. Ça m'aurait permis de faire une deuxième demande au cas où je ne l'aurais pas obtenue la première fois. Si je n'étais jamais passée avec la rupture conventionnelle, j'aurais demandé une démission. En théorie, la démission, ils ne peuvent pas vous la refuser. Mais dans la réalité, ben, ils refusent des démissions. Je ne comprends pas comment ils peuvent avoir le droit de refuser une démission, ça c'est le gros mystère, mais ils peuvent refuser la démission. C'est pour ça qu'en cas de refus de démission, moi j'étais clairement prête à partir sur un abandon de poste. Voilà, ça c'est vraiment le dernier recours. Et voilà, donc voilà, j'ai plus rien après à vous. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça pour les personnes qui sont là? N'hésitez pas. S'il y a des questions qui vous viennent entre-temps, vous pouvez me les poser, d'accord, toujours sur Facebook ou par mail. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu, surtout au niveau de la rupture conventionnelle. Donc voilà, là, c'est niveau timing, rupture conventionnelle. Si vous voulez la tenter pour l'année prochaine, commencez dès à présent à contacter votre DRH de proximité. Prenez contact avec elle et vraiment ben, transmettez-lui, partagez-lui, pardon, votre souhait de vouloir préparer votre sortie de l'éducation nationale. Et elle va vous aiguiller un petit peu, elle va vous donner le timing exact de quand envoyer la lettre, hein, etc., etc. Voilà. Avec grand plaisir, Sandrine. Ouais. Ouais, mais surtout, ce que je veux que vous reteniez de tout ça, c'est que c'est possible de quitter l'éducation nationale. Euh, c'est le gros truc, en fait. On se dit que c'est impossible, on est enfermé, on est dans le tunnel, tout ça. Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Il faut déjà que ce soit simple dans votre tête, en fait. Il faut déjà que vous ayez confiance en vous et en votre projet. Et les gens le ressentent ensuite. C'est comme ça que ben, vous obtenez ou pas aussi les choses. Parce que ben, vous le voyez bien, hein. Si vous allez l'intention que vous mettez derrière l'écriture d'une lettre, derrière l'explication de votre projet, si vous sentez au fond de vous que vous avez des doutes et que vous n'avez pas confiance à 100% dans ce que vous présentez, ben, les gens vont le ressentir. Il n'y a pas de secret en fait. Au niveau corporel, au niveau de votre voix, etc., etc., les gens vont le ressentir. Donc, vous, le travail que vous avez à faire, c'est un travail sur vous, d'accord? Un travail sur votre projet, oui, mais surtout sur vous pour être à l'aise pour le présenter, etc., etc. Et, euh, et quand vous avez confiance en vous et en votre projet et surtout en votre capacité de quitter le système simplement, ben en fait, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Donc, on en revient toujours à la même chose, à faire les choses en état de sécurité intérieure. Vous voyez?
je prends contact avec l'administration. Je me dis pas, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont de suite me mettre des bâtons dans les roues. Non, on est obligé d'en passer par là. Et si on se dit qu'on va avoir au bout du fil quelqu'un qui va éventuellement pouvoir nous aider à avancer, ben, c'est plutôt cette situation-là que vous allez attirer en fait. Ça, c'est la magie de la vie, vous voyez? Donc attention aux histoires que vous vous racontez, aux croyances, aux pensées que vous allez générer autour de votre projet et autour de cette envie que vous avez de quitter le N. Euh, voilà. Autre chose, peut-être pour terminer, que je pourrais vous partager, c'est que à ce jour, je n'ai jamais rencontré un prof ayant quitté le N, m'ayant dit, purée, mais je regrette en fait. Non, on regrette pas d'avoir quitté le N. Moi, le jour où on m'a appelé pour m'annoncer que ma demande de rupture conventionnelle avait été acceptée, j'ai ressenti vraiment dans mon corps un immense sentiment de liberté, de délivrance, en fait. Vous savez, ce sentiment, je l'avais ressenti la toute première fois que j'avais pris l'avion, grâce à l'EN, quand même, hein, c'est fort, pour aller en Argentine, effectuer mon stage, hein. Voilà, j'ai pu effectuer quelques mois de stage pour enseigner le français dans une école en Argentine. C'est la première fois de ma vie que je prenais l'avion, et vous savez, ce moment où l'avion décolle là du tarmac, où on se sent vraiment tout léger et où moi j'ai vraiment éprouvé dans mon corps ce sentiment très puissant de liberté. Je partais loin de ma famille, hein, dans un endroit que je ne connaissais pas. Ben, on est obligé de lâcher prise. On est obligé de faire confiance au pilote d'avion. Vous voyez ce que je veux dire? Ben là, c'est un petit peu pareil. Ça y est, on a obtenu la rupture conventionnelle, on a obtenu notre démission. C'est parti. On vient de tourner la page. Vous voyez? Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très très belle soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser. Merci pour votre écoute. À très bientôt.